Bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier les différents organisatrices et organisateurs de la journée de l'informatique qui ont présenté nos travaux de recherche donc, sur l'identification des perturbateurs endocriniens dans des échantillons environnementaux, d'eau de rivière ou de stations d'épuration. Le travail que je vais vous présenter est un travail fait en collaboration avec différentes équipes que je citerai à la fin de l'exposé. Pardon, je suis Patrick Balaguer, donc je travaille à l'IRCN de Montpellier, qui est un institut de recherche INSERM qui est situé sur le campus de Val-d'Orel. Okay. Donc, en fait, les cibles des perturbateurs endocriniens, au moins les cibles que nous on étudie au laboratoire, sont des récepteurs nucléaires. Donc, sans trop rentrer dans les détails, les récepteurs nucléaires sont des facteurs de transcription activables par des hormones. Donc, sous ce nom barbare, c'est des récepteurs que vous connaissez parce que ce sont par exemple les récepteurs des hormones sexuelles, estrogéniques, androgènes, des glucocorticoïdes, des rétinoïdes, des vitamines D. Parmi ces récepteurs nucléaires, certains sont des cibles de molécules rejetées par l'environnement. Donc les cibles principales sont les récepteurs des estrogènes, le récepteur des androgènes, le récepteur des hormones thyroïdiennes, bien que sur ce récepteur, on se demande si ce sont des ligands, c'est-à-dire des molécules qui se lient au récepteur, ou plutôt des molécules qui se lient aux protéines de transport des hormones de ce récepteur. Les récepteurs PIPAR, alors vous les connaissez peut-être un peu moins, mais c'est des récepteurs qui sont impliqués dans tout ce qui est syndrome métabolique, métabolisme, obésité, diabète. Le récepteur CAR et le récepteur PXR sont des récepteurs qui sont exprimés dans le foie et qui sont chargés de détoxifier l'organisme. Donc c'est un peu normal qu'ils soient des cibles de molécules environnementales. Le récepteur RXR, je vais passer rapidement, c'est un partenaire d'hétérodynisation de tous ces récepteurs. Le récepteur ERR, qui n'est pas très connu, et finalement le récepteur de la dioxine, qui même s'il n'est pas un récepteur nucléaire, a un fonctionnement assez proche des récepteurs nucléaires, c'est-à-dire qu'il va être activé par un ligand et ensuite activer des gènes cibles. Bon, voilà pour la structure d'un récepteur nucléaire, je peux peut-être passer sur cette diapo. On a la chance d'avoir pu cristalliser, enfin, que les récepteurs nucléaires ont été cristallisés avec des ligands pharmaceutiques, ici, ce qui peut permettre de comprendre pourquoi une molécule environnementale, et je vous montrerai quelques exemples, active ces récepteurs. Donc voilà pour les récepteurs nucléaires. Ça, c'est une diapositive qui illustre une partie des molécules sur lesquelles on travaille. Donc, ce sont essentiellement des molécules qui vont se lier au récepteur des estrogènes, donc l'activer. Donc, la molécule, disons, naturelle, c'est l'estradiol. C'est une molécule qui a une très forte affinité pour le récepteur des estrogènes. Vous avez ici un anti-estrogène pharmaceutique, le tamoxifène, qui est utilisé pour le traitement du cancer du sein. Et vous avez ici différentes molécules qu'on peut retrouver dans l'environnement. Donc, la génistéine, présente dans le soja. Donc là, on va la consommer en consommant le soja. Ferrutinine, c'est aussi un phytoestrogène. Zearalenone, c'est un mycoestrogène. Les bisphénols, dont on parle beaucoup actuellement, donc le bisphénol A, qui est une molécule qui va être interdite et pour lequel on cherche des produits de substitution qui pourraient être le bisphénol AF ou le bisphénol C, d'autres bisphénols. Basophénol, ça c'est un produit qui est présent dans les cosmétiques, dans presque tous les cosmétiques, c'est la basophénone 2. Le chlordécone, qui est un pesticide qui a été utilisé dans les Antilles pour le traitement des bananeraies. Le tributylétane, même s'il n'est pas vraiment un ligand de récepteur des estrogènes, il va être capable de se lier à d'autres récepteurs. Donc vous voyez que ces molécules peuvent être vraiment très différentes de la molécule naturelle. Et c'est peut-être pour ces raisons qu'elles ne sont pas capables de les activer à des concentrations identiques. Et la problématique environnementale consiste à non seulement étudier la présence de ces molécules dans l'environnement, mais également étudier à quelle concentration elles sont présentes pour savoir s'il y a vraiment un risque d'effet. Voilà. Très rapidement, pour ne pas vous ennuyer, comment marche un récepteur nucléaire? Donc un récepteur nucléaire, le récepteur des estrogènes, est présent dans le noyau des cellules. L'exposition à des estrogènes ou des perturbateurs endocriniens va activer ces récepteurs qui vont ensuite activer des gènes cibles. Et vous allez avoir une réponse cellulaire qui peut être l'expression de gènes cibles, mais qui peut être également la prolifération cellulaire, voire la prolifération tumorale dans le cas de cancer du sein. Voilà. Donc il existe des méthodes de caractérisation de l'activité de ces molécules qui activent les récepteurs nucléaires. Donc très rapidement, il y a des méthodes in silico, par modélisation, ou cristallographiques, donc je vous montrerai quelques exemples. Des méthodes biochimiques, disons, en tube à essai,
comme la liaison d'une molécule à un récepteur, des méthodes cellulaires, et parmi ces méthodes, nous utilisons beaucoup nous, la technique de gène rapporteur, je vais la décrire tout à l'heure, des méthodes inorgano, donc on va cultiver des organes dans un laboratoire et étudier l'effet de ces perturbateurs endocriniens. Enfin, des méthodes in vivo, alors qui étaient lourdes dans le passé, mais qui deviennent un peu moins lourdes avec l'utilisation de petits animaux, comme le poisson zèbre ou le xénope, et plutôt des larves de ces animaux qu'on peut utiliser dans des formats microplaques, couplés à des techniques de gène rapporteur. Donc des méthodes in vivo qui évoluent énormément vers des études à haut débit, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de molécules à étudier ou énormément d'échantillons environnementaux à surveiller. Donc comme je vous l'ai dit, nous les techniques qu'on utilise au laboratoire, c'est surtout l'expression de gène rapporteur, et je vais vous donner quelques exemples. Alors quelle est cette technique? Cette technique en fait consiste à étudier l'effet d'un perturbateur endocrinien sur un récepteur nucléaire qui va activer un gène cible. Mais au lieu d'étudier une protéine difficile à mesurer, on place en général un gène rapporteur en aval de ce promoteur, et ce qu'on va étudier, c'est la régulation de la protéine rapporteur qui est en général facile à mesurer. Alors, quel type de protéines peuvent être faciles à mesurer? Par exemple, les luciférases. Les luciférases sont absolument absentes dans les cellules humaines. Si on transfecte ce type de plasmide qui va exprimer la luciférase sous le contrôle de récepteurs nucléaires, on va pouvoir très facilement mesurer ces signaux, donc ces activités. On utilise pour ça des luminomètres. Donc on utilise classiquement deux luciférases différentes. Il y a beaucoup de luciférases avec des longueurs d'onde différentes. On utilise la luciférase de Luciol, qui émet plutôt dans le vert, et la luciférase de Rignac, qui émet dans le bleu. Et en général, le type de modèle qu'on utilise, donc ça c'en est un qui commence à dater, ce sont des cellules par exemple de cancer du sein MCF7 qui expriment naturellement un récepteur des estrogènes. Donc dans ces cellules, vous avez la luciférase de Rignac qui est, disons, ces cellules vont émettre de façon constitutive, c'est-à-dire constante, la luciférase de Rignac. Vous allez avoir un signal qui ne doit pas bouger. Si ce signal bouge, c'est que vous avez une toxicité par exemple de votre échantillon ou de votre molécule. Par contre, on a un deuxième gène de luciférase qui est sous le contrôle d'un promoteur qui va répondre aux estrogènes. Donc, qu'est-ce qui se passe? En absence d'estrogène, cette deuxième luciférase est silencieuse. En présence d'estrogène, c'est-à-dire si votre échantillon que vous allez mettre en contact avec les cellules ou un produit pur que vous allez mettre en contact avec les cellules, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les estrogènes vont rentrer dans la cellule, vont se coupler au récepteur, et ce récepteur activé par les ligands va venir se fixer sur ce gène et induire un signal lumineux. Alors, c'est des outils qui sont un peu difficiles à faire, mais qui sont vraiment très faciles d'utilisation. Donc, j'ai juste mis un exemple de protocole. Vous allez voir que c'est des tests très courts. En fait, c'est des tests très courts et très adaptés à un format haut débit. On peut travailler en format 96 pli ou en format plaque de culture 384 pli. C'est très utilisé par l'industrie pharmaceutique, par exemple. Il suffit d'ensemencer les cellules à un temps zéro, d'ajouter des ligands ou les échantillons environnementaux, 24 heures après, mettre de la luciférine dans la culture et vous allez avoir une luminescence que vous allez mesurer avec des appareils. Donc théoriquement, cette luminescence, elle est variable, vous voyez qu'il y a des variations dans le signal, parce ici on avait traité avec des échantillons non actifs, ici avec des échantillons actifs. Celle-ci, par exemple, par contre, c'est celle qui est constitutive, donc celle qui ne doit pas varier, et qui indique si l'échantillon est toxique ou pas. Et en fait, en général, ce qu'on fait, c'est une normalisation automatique de ce signal-là par ce signal-là, et ça nous permet d'avoir des courbes dose-réponse et des actifs. Donc voilà pour les techniques. Juste vous dire qu'on a établi au laboratoire, c'est un peu notre spécialité, énormément de modèles cellulaires bioluminescents. Donc ce sont des modèles qui expriment les différents récepteurs nucléaires. Comme on travaille avec des gens qui font de l'in vivo sur poisson ou sur xénope, on a exprimé des récepteurs humains ou des récepteurs de zebrafish ou de xénope dans différents contextes cellulaires, parce que des fois il y a une influence du contexte cellulaire sur la réponse, et ce sont des récepteurs, sans rentrer dans le détail, soit de type sauvage, naturel, soit un peu mutant. Voilà. Donc ça c'était pour la partie un peu descriptive de la technologie qu'on utilise. Je vais maintenant un peu plus vous illustrer le travail que l'on fait, encore une fois en collaboration avec plusieurs équipes. Donc ça, je vous ai parlé tout à l'heure de récepteurs nucléaires cibles de molécules environnementales. En fait, il y a vraiment 4 cibles, disons, majoritaires. Les récepteurs des estrogènes, le récepteur de la dioxine, ce récepteur qui est exprimé dans le foie, qui est chargé de détoxifier, qui est PXR pour Pregnant X réceptor, et le récepteur des androgènes.
Et donc par exemple, là j'ai groupé un peu des études qu'on fait sur des sites témoins de l'INERIS. Donc ici c'était une étude surtout faite sur des sédiments, à des endroits où il y avait des différents types de pollution, soit agricoles, soit urbaines et agricoles, soit uniquement agricoles. Et j'ai un peu groupé différents résultats sur des stations d'épuration urbaines, à la fois grandes villes et petites villes. Et là, on avait travaillé à la fois sur l'eau, c'est-à-dire sur les polluants présents dans la phase dissoute, et sur les boues ou sédiments, donc sur les polluants plutôt absorbés. Voilà. Les croix représentent en gros le type d'activité qu'on a pu observer. Donc vous voyez des différentes activités en fonction du site, avec en général, c'est vrai, sur le site urbain, toujours une plus grande pollution dans les différentes molécules. Donc là, c'était sur les sédiments. Vous remarquez juste ici, il y avait plutôt une activité anti-androgénique, alors qu'ici, elle est plutôt androgénique, c'est-à-dire ici, ça a activé le récepteur, ici, ça a inhibé le récepteur. Et si on prend donc les stations d'épuration au niveau des steppes, donc à gauche, c'est la partie qui correspond à la partie dissoute, et à droite, la partie boue. En général, une activité identique pour les activités estrogéniques et dioxines. Par contre, pour les activités androgéniques, on a deux types. Une opposition, en fait. Dans la partie dissoute, on a plutôt une activité agoniste, active, et dans la partie absorbée sur les sédiments, ou sur les boues, plutôt une partie antagoniste. Donc ça, c'est ce que l'on a pu observer grâce à nos lignées. La question qui suit, c'est qu'est-ce qui méduse ces activités, de façon à ensuite pouvoir travailler un peu plus sur les produits purs pour se rendre compte s'ils sont persistants ou pas, si on peut éliminer la source de contamination, et pour faire des études un peu plus poussées, par exemple in vivo, pour voir jusqu'où ces produits peuvent perturber le système endocrinien. Donc, la première étape était de mesurer ces activités. La deuxième étape, c'est d'essayer d'identifier les produits qui sont responsables de ces activités.